Chers collègues, dans son introduction, Raphaël et la Vedette, comment est-il possible de gérer les ressources hydriques sans les données, sans la connaissance des phénomènes? Et le professeur Graham l'a dit, il y a un champ d'action fort important qui concerne toute la gestion des données. D'ailleurs, notre collègue Arnaud vient de le dire également. Donc, les données sont fondamentales et il y a des lacunes ici et la Confédération l'a reconnu et le Conseil fédéral en mai de l'an dernier a pris deux décisions importantes qui sont très importantes pour nous. La première était celle de créer un système d'alerte en cas de sécheresse. Bon, je vous expliquerai le contenu dans quelques instants. Deuxième décision, et non des moindres, celle de chercher à concevoir et à mettre en œuvre toute la question des données sur l'utilisation de l'eau afin d'avoir une vision presque en temps réel sur l'utilisation des données à l'échelle nationale. Et ça manque pour l'instant parce qu'on a des recensements réguliers, mais nous n'avons pas de gestion en quasi temps réel pour l'instant. Donc deux décisions d'importance, mais aujourd'hui je m'en tiendrai au système d'alerte en cas de sécheresse. Alors, d'abord, il faut essayer de comprendre ce qu'est la sécheresse. En effet, il s'agit d'un phénomène fort complexe. Nous avons trois types de sécheresse. On les connaît. La sécheresse météorologique, c'est-à-dire tout simplement il ne pleut pas. La sécheresse hydrologique, ça veut dire qu'on a des niveaux extrêmement bas dans les cours d'eau, les lacs et les nappes phréatiques. Et puis ensuite, la sécheresse des sols où le taux d'humidité des sols est extrêmement faible. Il s'agit donc d'un phénomène extrêmement complexe. Mais c'est un phénomène insidieux, si vous voulez. Il est très progressif. Il n'arrive pas du jour au lendemain. Et on a différents niveaux d'alerte également, différentes valeurs seuil. Et les valeurs seuil auxquelles la sécheresse commence à avoir des effets délétères. Mais attention, ces valeurs seuil ne sont pas les mêmes dans tous les secteurs. On sait bien, en cas de crue, on sait bien que si le niveau d'un fleuve va au-delà d'un certain niveau, c'est le même problème pour tout le monde, il y a une inondation. Alors qu'en cas de la sécheresse, tous les secteurs ne sont pas aussi sensibles face à la sécheresse. Et donc, il est difficile de définir des alertes. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons regarder un peu en arrière avant de regarder vers l'avant et puis je vous expliquerai le système. Alors, regardons la période 81-2000. Il y avait 5 événements très importants, 2003 et 2018 les plus importants, 2020, 2015, 2011, 2022, 2023 jusqu'au printemps. Et puis, on a eu des précipitations. La situation s'est un peu calmée. Mais nous pouvons observer, si nous considérons la période de 80-2020, c'est qu'au cours de ces 40 années, les précipitations moyennes ont diminué de 66 mm, à savoir 11 tandis que la température a augmenté de 2,2 degrés. L'évaporation a augmenté de 11 et le taux d'humidité des sols a diminué de 5 Donc, on insiste déjà aux effets du des changements climatiques si on regarde en arrière. Alors bon, vous connaissez bien les effets. Incendie de forêt dû à la sécheresse, problème de perte dans l'agriculture, problème d'étiage dans les cours d'eau et quelquefois même des cours d'eau complètement à sec. Alors vous connaissez cette courbe, ce sont les scénarios climatiques
avec les températures. Et si on va un petit peu plus loin, selon le scénario que l'on choisit, on a des augmentations de la température d'ici à la fin du siècle qui iront de 3 à 5 degrés ou qui resteront sous les 2 degrés si nous mettons en œuvre les mesures prévues par la Convention de Paris. Alors, où en sommes-nous pour ce qui est des changements climatiques chez nous? Bon, vous connaîtrez sans doute ces images. Les tendances sont à une augmentation des précipitations en hiver, une réduction en été, donc plus de pluie en hiver, moins de pluie en été. Et en été, vous allez voir, si l'on compare avec la période 81-2020, donc la partie les plus touchées sont tout à fait au sud, pour aller jusqu'à la Suisse romande, avec des déficits qui vont jusqu'à 25%. Alors, pour ce qui est des indicateurs ici de régime de l'eau, finalement, ça dit exactement la même chose. Moins de précipitations en hiver, en été, davantage en hiver, selon les scénarios choisis. Et dans tous les cas, il y aura une augmentation du nombre de jours de sécheresse. En effet, il y aura plus 9 jours en moyenne, entre 0 et 9 en tout cas, de jours de sécheresse par an. Donc on risque d'avoir des situations comme celles que nous avons vécues l'an dernier. Alors, un autre effet des changements climatiques, c'est l'influence du changement climatique sur la neige et l'enneigement en général. Alors, on a le 0, donc en avant les 800 à Einsiedeln, et il y a 140 ans, il était à Zurich. Et selon les scénarios, nous aurons la même situation à Davos, celle que nous connaissons dans les Préalpes aujourd'hui. Donc le niveau, la ligne de neige augmente, ce qui signifie que la réserve d'eau qui s'accumulait par le passé continue, si vous voulez, à s'accumuler un petit peu aujourd'hui, mais elle risque de ne plus s'accumuler du tout. Et donc, il y aura de moins en moins de disponibilité d'eau en hiver, ce qui se répercutera donc nécessairement sur la disponibilité de l'eau en été. Alors, pour ce qui est des débits maintenant des différents cours d'eau, prenez le Rhin par exemple. Ici, on peut constater que selon ces scénarios climatiques, on aura un débit plus important en hiver et une nette diminution en été qui peut aller jusqu'à moins 50% du débit en été. Bon, certes, toutes les régions ne seront pas affectées de la même manière. Prenons l'été par exemple. Vous voyez que c'est la région alpine qui sera la plus affectée. Alors, cela est dû en partie à l'effet du manque d'enneigement que je viens d'évoquer, mais également au fait que les glaciers sont en train de disparaître. Donc, pour résumer, le risque de se trouver en situation de pénurie d'eau en été va augmenter avec le changement climatique, comme vous pouvez le constater sur le schéma à l'écran. À gauche, par exemple, vous avez la situation où l'on peut voir la moyenne entre 81 et 2010, donc la situation actuelle. Et à droite, vous avez la situation à la fin de ce siècle.
Alors, par le passé, on avait une surabondance d'eau lorsqu'on faisait le bilan, si vous voulez, de l'eau à disposition par rapport à l'eau utilisée, notamment et surtout dans la région alpine. Alors qu'aujourd'hui, on commence déjà à avoir des pénuries sur les hauts plateaux qui s'accentueront très certainement avec l'évolution des changements climatiques. Et tout cet excédent que nous avions jusqu'à présent dans les régions alpines va malheureusement diminuer. Bon, que la sécheresse constitue un risque, on le sait, on le savait même. Mais ce que vous voyez ici, c'est l'analyse des risques au niveau national. Et la sécheresse est l'un des 10 risques les plus importants ensuite. Il faut absolument en être conscient. Ensuite, si l'on considère ce qui influence majoritairement le risque de la sécheresse, la réponse est simple, il s'agit des changements climatiques. Cette cause risque de prendre encore en importance dans le temps. Bon, ce n'est ni aujourd'hui, ni même l'an dernier que l'on a reconnu l'exigence de passer maintenant à l'action. Même il y a une dizaine d'années, lorsqu'on a mis en place la stratégie contre le changement climatique, on avait déjà reconnu que la sécheresse était un domaine d'action qui faisait partie du domaine de l'adaptation au changement climatique. En 2015, avec l'analyse des risques nationaux, une analyse qui a fait l'objet d'une révision en 2020, d'ailleurs. Donc, en 2018, dans le contexte des risques naturels, on avait considéré déjà de mettre en place un système d'alerte pour les sécheresses. Alors, comme toutes ces choses-là, vous pouvez imaginer que ça prend du temps. Et en 2022, enfin, le Conseil fédéral a pris une décision et a donné le mandat à l'Office fédéral de l'environnement et à Swiss Depot de mettre en place ce système. Alors, le mandat du Conseil fédéral a été de mettre en place et d'aménager ce système d'alerte précoce en cas de sécheresse avant la fin décembre 2024, afin d'être prêt à partir dès le 1er janvier 2025. Ensuite, il faudra bien entendu le gérer, contrôler son fonctionnement et définir les différentes responsabilités. Qui sera responsable de ces alertes sécheresse? Nous y travaillons actuellement avec une organisation. Je ne vais certainement pas entrer dans le détail ici. Néanmoins, ce qui est important, c'est en haut à droite le groupe d'accompagnement. Et je souhaiterais ici remercier plusieurs personnes qui sont présentes en salle ou sans doute même en tribune et qui font partie de ce groupe d'accompagnement. Un groupe extrêmement important qui suit de très près le développement de ce système. Alors, bien entendu, nous ne partons pas de zéro. Les bases ont d'ores et déjà été jetées. Nous disposons également d'une plateforme expérimentale drought.ch notamment. Et notre objectif, il est vrai, fort ambitieux, est de prendre tout ce que nous avons sur le site drought.ch et dans les systèmes de la Confédération, de les rassembler, d'améliorer les prévisions météorologiques et hydrologiques afin de pouvoir établir des prévisions à long terme. Et comme vous pouvez le constater, il y a différents projets de Météo Svizzera et de des différents offices. Et cette coopération est indispensable afin de pouvoir construire la chaîne d'alerte que je vais vous montrer dans quelques instants. Et tout cela, bien entendu, sera piloté par l'Office fédéral de l'environnement. Alors, là, voilà, justement, cette fameuse Warnkette en allemand, la chaîne d'alerte.
C'est la même chaîne que nous avons pour les crues, par exemple. À la base, nous avons les données, les mesures. Ensuite, nous avons les prévisions, puis l'information, l'interprétation également des prévisions et des données. Et ensuite, vous voyez cette ligne magique rouge verticale où la compétence passe de la Confédération qui est responsable des alertes et met à disposition les données aux cantons et aux communes et autres secteurs qui mettront en œuvre des actions sur la base de ces données et des prévisions et surtout sont responsables des prises de mesures. Donc voilà ce sur quoi nous allons œuvrer jusqu'à la fin 2024. Et si vous souhaitez utiliser au mieux le potentiel des données qui vous arrivent des satellites, vous avez donc des images à l'écran. Nous avons également un système de suivi des taux d'humidité du sol et tentons d'améliorer nos prévisions afin qu'elles ne soient pas seulement sur 3 à 5 jours, comme c'est le cas aujourd'hui, mais de plusieurs semaines. Et enfin, nous tentons de rassembler toutes les données sur une seule plateforme afin qu'il soit facile d'y accéder. Alors bon, là, ce sont les différents portefeuilles de produits assez détaillés. Donc, d'un côté, nous avons tout le réseau de mesures, mesures de précipitation, température, les niveaux, les débits des fleuves et le niveau de la nappe phréatique. Bon, ces informations existent d'ores et déjà, donc on ne doit pas non plus inventer la roue ici. En revanche, au début 2025, nous allons ajouter un nouveau paramètre qui sera mesuré, à savoir le taux d'humidité du sol. À cela s'ajoutent les données en provenance des satellites. Et ici aussi, il s'agit de quelque chose qui devra être développé un petit peu dans le temps pour voir ce que nous allons faire de ces données. Prenons la végétation, par exemple, on pourrait constater l'état des forêts ou comment une forêt réagit en période de sécheresse, par exemple, ou encore augmenter la durée des prévisions. Aujourd'hui, nous sommes à 5 jours et nous espérons, d'ici la fin de l'année prochaine, être en mesure d'améliorer ces délais de prévision afin de parvenir à un délai de 4 semaines dans le meilleur des cas. Et nous espérons être en mesure aussi de pouvoir donner des pronostics au niveau de la saison, en disant voilà, votre été risque d'être comme ça, ce qui permettra à tout le monde de savoir ce qu'il en est. Donc voilà pour ce qui est mesurable et voilà pour les prévisions. Alors à partir de cela, nous allons créer des produits. Alors Météo Svizzera, Météo Suisse a déjà des produits basés sur leurs stations et nous allons tenter de développer des produits qui ne sont pas directement basés sur les stations mais qui seront extrapolés sur l'ensemble d'une région afin de pouvoir avoir des prévisions sur à l'échelle régionale. Nous tenterons également d'améliorer les prévisions et les informations pour tout ce qui est zone forestière. À cela s'ajoute le thème de l'évaporation qu'il faudra améliorer. En termes d'hydrologie, aujourd'hui, nous disposons de prévisions sur les niveaux, sur les débits, niveau des lacs, portée, débit des fleuves. Nous aurons également des données sur les températures et les niveaux des nappes phréatiques. Donc là, il y a encore une marge d'amélioration nette. Troisième pas, après le lancement, donc début 25,
nous devrons dire quels sont les effets de cette situation, quelles sont les conséquences donc de ces sécheresses. Alors, notre objectif est de générer une valeur ajoutée à partir de ce système pour les différents secteurs. L'agriculture, bien entendu, tout ce qui est gestion des forêts, approvisionnement d'eau potable, force hydraulique, protection des écosystèmes et être en mesure également d'agir de manière concrète lorsqu'il s'agit de prendre des mesures, nous assurer que ces mesures soient prises sur la base de données bien claires, et puis tout le problème du transport fluvial sur le Rhin, parce que les transports de fret sur le Rhin est un secteur très importante. Alors ensuite, nous allons dialoguer avec les différents secteurs afin de pouvoir développer un système qui soit vraiment à 360 degrés et à la fois intuitif. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire au cours de ces semaines. Donc, nous avons établi un dialogue constructif afin de créer une plateforme qui soit véritablement utile pour chacun de ces secteurs. Alors, j'en arrive à ma dernière diapo. Et comme je l'évoquais, l'objectif d'ici la fin 2024 est de mettre en fonction un système de base. Et à partir de là, de passer à la phase opérationnelle. Donc, où vous aurez des prévisions quotidiennement, une mise à jour quotidienne des données, etc. Et en parallèle, au cours des 10 prochaines années, le développement de l'ensemble du système afin de parvenir à un standard international. Parce que dans ce secteur, j'avoue que, enfin, si j'ose dire, on est encore un pays en voie de développement. Alors nous allons mettre le turbo afin d'atteindre le niveau international d'ici 10 ans. Merci beaucoup pour votre attention. Grazie mille. Merci beaucoup, Carlos Capozza. Eh bien, je suis ravie d'entendre que nous sommes en train de faire des pas en avant. Il est en effet extrêmement utile de savoir à l'avance lorsqu'on risque d'avoir un problème. Mais à mon avis, le potentiel ici, il réside dans l'ensemble de données que vous allez recueillir. Qu'est-ce que vous allez faire de ces données? Est-ce qu'il sera possible de les utiliser en modélisation, par exemple? Eh bien, ces données sont à disposition de tout le monde, parce que vous savez que nous avons ce nouveau règlement sur le Open Government Data, les données de gouvernement ouvertes, etc. Donc la valeur ajoutée réside dans les données, certes, mais surtout dans les prévisions. L'alerte en elle-même, c'est un signal d'alarme, si vous voulez. Ce n'est pas comme pour les crues où vous imaginez que les alertes ont une importance cruciale parce qu'il faut agir immédiatement. Ici, c'est une alerte à plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc l'échelle temporelle est beaucoup plus allongée. Il s'agit de secouer un peu les gens, si vous voulez, pour les faire réagir. Mais notre vrai trésor, effectivement, réside dans les données. Donc, je le disais, nous partons des données de notre réseau national. Et pour ce qui est des cours d'eau, par exemple, ou les eaux souterraines, nous avons déjà intégré les données cantonales dans notre réseau de mesure. Dans un deuxième temps, nous tenterons d'intégrer de plus en plus les données cantonales afin d'avoir une couverture de plus en plus étendue. Alors, nous ne voulons pas intégrer toutes les données, mais nous souhaitons intégrer le nombre nécessaire de données afin de parvenir à un certain degré de représentativité, en tout cas pour une région bien précise. Et donc, s'il nous manque de données quelque part, nous irons les chercher. Et s'il n'y en a pas, eh bien, il va falloir installer une nouvelle station de mesure, tout simplement.